Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast The Trick Play. Aujourd'hui, nous partons sur la review de la semaine 2 de College Football de la saison 2024 avec d'abord en guise d'introduction deux choses. La première, nous vous prions de nous excuser pour la sortie tardive de cet épisode. Vous l'entendrez dès jeudi matin, soit 4 jours après... 4 jours, 5 jours même après les derniers matchs de college football. Donc voilà, vraiment désolé. Et la seconde chose, hommage qui tenait beaucoup, j'ai envie de dire, à Elio et à moi-même, je pense particulièrement, c'est à Didier Roustan. On a l'habitude de se foutre de la gueule d'Elio en l'appelant Didier Roustan ou en appelant Ryan, par exemple, Nabil Djellit ou encore moi. Yo Non, voilà, c'était pour placer le nom de Didier Roustan, un journaliste que nous aimons beaucoup chez The Trick Play et qui, en quelque sorte, je pense, aurait pu aimer le college football. Tiens, si on peut commencer le podcast par ça, je sais pas ce que vous en pensez. Qui aime beaucoup la culture, le sport et la culture, et je pense que le college football lie bien ces deux pans, on va dire, de la société, le sport et la culture. Donc je pense que c'est un univers alternatif où il aurait pu tomber dedans et tu vois, avec tout le folklore, les scènes de liesse que tu peux avoir parfois sur des gros upsets, des trucs. Je pense que de toute façon, on le sait, c'était un mec qui était un romantique du sport, donc je pense que c'est possible. Je pense honnêtement que c'est possible. Et ma question, il aurait préféré ça à la NFL, par exemple, avec tout le côté traditionnel historique du college football, qui, comme tu mettais en perspective, Gus, qui est en corrélation avec l'histoire de chaque région, de chaque État américain, de chaque facette de la société américaine. C'est extrêmement beaucoup plus représentatif que le sport professionnel, entre guillemets, le college football et les facs. Et je pense que c'est quelque chose qu'il aurait pu apprécier, en effet. Et si ça avait été un Américain, notre Didier, Didier qui ne l'est pas du tout, qui est congolais d'ailleurs, qui est né à Brazzaville. Gilbert Martinez. Et question subsidiaire, lui qui aimait les joueurs romantiques en foot, quel aurait été son meilleur joueur de l'histoire en college football? Parce que là, il faudrait trouver justement un joueur de college football. Ouais, dis-moi, Ryan. Peut-être un Tim Thibault, tu vois. Je sais pas pourquoi, je suis plutôt peut-être. d'accord. Ouais, oui, c'est possible. Peut-être on va dire un joueur moins fâché avec le ballon. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que Tim Thibault est un super joueur. Attention, je dis pas le contraire, mais peut-être plus brut que certains, moins technique que certains. Un Johnny Manziel, parce qu'il adorait ces joueurs techniques et tout, techniques, foufou là, feu follet, qui étaient capables de tout faire et qui ont toujours une histoire un petit peu tragique sur le côté. Tu vois, il a jamais aimé les joueurs qui étaient devenus des superstars planétaires et tu vois, il va jamais te parler de Ronaldinho, mais lui, il te parlait de Javier Pastore récemment, mais avant, c'était Maradona. Et toujours ce côté de zinzin et de zinzin dans son sport également. Et je pense que Johnny Manziel aurait été... Alors, sur un exemple entre guillemets récent, hein, je dis bien, je pense que ça aurait été un petit peu son type de joueur et de quarterback. La transition est tout trouvée parce que ce qui est certain, c'est que son joueur préféré n'aurait pas été Davis Warren, le quarterback de Michigan. Nous allons commencer avec la victoire des Wolverines. Non, justement, la victoire des Longhorns à Ann Arbor, 31-12. Texas qui bat le champion national, Michigan qui était alors classé 10e à l'Epipole. Une victoire sans appel. On l'a signalé lors du 1-2-6 sur Twitch que ça pouvait être compliqué du côté de Michigan, même si c'était à la maison. Le fait d'avoir un poste quarterback aussi faible, eh bien, comme tu l'as introduit, c'est exactement ce qui s'est vu samedi. On a tout simplement pas d'attaque du côté de Michigan. Il y a un touchdown en toute fin de match, mais 2 interceptions pour Warren et seulement 200 yards. Il a réellement galéré pendant tout le match. À un moment, ils ont fait rentrer le remplaçant Alex Orji qui a fait que courir. Il a couru 2 fois, il a moins 1 yard. En fait, l'équipe de Michigan, encore une fois, ce qui les a tenus un petit peu pour pas se prendre une
une volée, c'est la défense sur quelques plays et notamment le fait que Texas ralentisse en deuxième période et puis fasse un petit peu tourner. Mais en l'occurrence, l'attaque, c'était tout simplement horrible. Et puis on sait que Michigan habituellement a une bonne O-line, a un bon running game. Là, Donovan Edwards, depuis les 2 premiers matchs, on voit quand même qu'il est un peu seul sans Blake Corum. Hein. T'as pas cette doublette qui te permet de souffler de temps en temps et de pas être la seule menace à la course. Et puis voilà, la O-line, c'est pas terrible. Warren, il y a rien. Enfin, moi, je suis toujours étonné qu'un gros programme comme Michigan là n'ait pas planché sur le côté quarterback après avoir perdu McCarthy au premier tour cette année. Enfin, c'est quand même très très inquiétant, très étonnant. Elio, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il y a un vrai manque aussi de leadership là dans l'équipe. Hein. Oui, totalement, parce que pareil, t'avais énormément de joueurs, notamment en défense. Hein. On a eu des départs dans la défense là pendant la off-season et des départs vers la NFL de 2-3 gros noms, mais des noms plutôt rassembleurs dans le vestiaire. C'est pas les joueurs les plus flamboyants, mais oui, en effet, oui, t'as raison. Des Colson, tout ça, ça joue énormément de ce type de départ. Moi, je trouve vraiment un mec comme Saint-Tristil, tu vois, j'en Oui. parlais. Pour moi, tu vois vraiment qu'il manque. Dans toutes les lectures pré-snap, les moments chauds, tu vois, les troisièmes où justement tu as besoin d'un statement, tu vois, de ta défense pour te relancer dans le match. Je trouve vraiment qu'il manque cette tête. Je pensais que Edwards pourrait le faire, mais comme tu dis, finalement, il est un petit peu seul dans l'équipe et il a beaucoup de mal à prendre un petit peu la lumière sur lui, j'ai l'impression. Donc, je trouve vraiment qu'il y a un manque de leadership dans l'équipe. Et après, il va falloir aussi qu'on l'évoque un petit moment, Elio, mais il y a Stalions. À un moment, on va se poser la question aussi de Stalions, je pense. Tu veux dire du head coach Sharon Moore, tu veux dire? Non, du fait que Stalions ne soit plus là. C'est ça que je te dis. Ah oui, ouais. Bah oui. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est une bonne question intéressante. D'ailleurs, Stalions qui est head coach dans un lycée là, dans la banlieue de Détroit maintenant. Il a été promu, il était d'abord coordinateur. Et il s'est pris une raclée 66-0 en Ouais. tant qu'head coach pour son premier match. Mais non, juste, ouais, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser à tous. Sharon Moore, le head coach de Michigan, vous ne trouvez pas quand même que mine de rien, il a un petit peu cette face de l'intérim head coach, quoi. Voilà. Pour l'instant, il ressemble encore à l'intérim head coach de l'année dernière, pas au head coach d'un gros programme comme Michigan. Je suis d'accord, mais c'est la remarque que je me faisais avant le match. Et est-ce que est-ce que tu peux le déduire ou est-ce que c'est une leçon de la défaite de Michigan face à Texas qui était alors 3e à l'IP Poll? Je sais pas, parce que au final, Texas est une très bonne équipe. Et est-ce que c'est ce match-là qui révèle ce dont tu parles, Elio? Je sais pas, à vrai dire, j'ai pas de réponse parce que tu vois, c'est par exemple cette défense de Michigan. Bon, vous avez évoqué les joueurs qui sont partis l'an dernier, qui sont aujourd'hui en NFL, mais il reste quand même Josiah Stewart, Will Johnson, le cornerback. Il reste Mason Graham et Kenneth Grant sur la ligne défensive. Et au final, ces types-là n'ont pas réalisé de sac face à la ligne offensive de Texas qui a été très 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 bonne, avec notamment le left tackle, dites-moi si je me trompe, mais Kelvin Banks qui a fait encore un gros match. Est-ce que c'est pas plutôt Texas qui a remporté le match plutôt que Michigan qui l'a perdu? Ouais, pour moi, c'est les deux. Comme tu as dit, Elio, on l'avait évoqué dans le 1-2-6 en disant que pour nous, ça allait être très compliqué pour Michigan parce que justement, là, c'est un petit peu l'année où Texas a une vraie carte à jouer, encore plus avec l'arrivée des playoffs à 12. Mais il y a vraiment énormément de talent là, dans cette équipe de Texas. Donc oui, je pense que Texas a effectivement gagné le match. Mais en même temps, on est obligé d'être inquiet quand on voit Michigan cette année qui n'est pas au niveau où il pourrait être. Tu vois, tu as cité justement les joueurs qui sont encore là. Le talent, il n'a pas disparu du jour au lendemain en claquant des doigts. Donc ouais, je pense que plus on va avancer dans la saison et plus on va avoir de réponses à nos questions concernant Michigan. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que pour l'instant, pour moi, ils répondent pas comme ils devraient répondre, ou en tout cas, j'ai du mal à les voir au statut auquel ils pourraient prétendre. Kevin, quelque chose à ajouter?
Ouais, non, juste que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un prono relativement correct sur les matchs comme ça. Je crois que j'avais prédit 30-10, ça a fini à 31-12. J'étais content que pour une fois qu'on on dit pas trop de la merde, c'est plus ou moins ce qu'on voyait tous d'ailleurs. Et on voyait tous Texas trop haut et ce que j'avais dit dans le 1-2-6, c'était que bah, sur le premier match, Texas avait plus ou moins conforté les attentes qu'on avait en eux, alors que de leur côté, Michigan n'avait pas vraiment rassuré sur les inquiétudes qu'on avait à leur sujet. Et en fait, ce deuxième match, cette week 2, eh ben, s'inscrit dans la même dynamique, ce qui veut dire que Texas est numéro 3 du pays, était numéro 3 du pays, bah, c'était pas sans raison. Et Texas a montré pourquoi en battant le champion en titre. Et Michigan reste avec ses incertitudes, avec effectivement Coach Moore on a l'impression qu'il est encore coach intérim. Il y a cette incertitude au poste de quarterback. On peut y revenir, hein, mais le fait de splitter tes reps entre tes deux QB pendant toute la off-saison, pour au final faire que jouer Warren, faire rentrer Orji pour deux situations de troisième down où tu sais qu'il va courir. En face, t'as tellement pas de solution avec le QB que bah ouais, les mecs en face, ils peuvent se permettre de stacker la box et de dire à Edwards, bah vas-y maintenant cours, parce qu'on sait que ton QB nous battra pas forcément sur des 1 contre 1. Bah, c'est compliqué, donc il va falloir que des mecs step up. Et ça risque de prendre un peu de temps. Je pense qu'il y a certains programmes comme ça, qui étaient bien l'année dernière, hein, comme Michigan ou comme Washington, où on est sûrement dans une année de transition, donc faut peut-être pas trop en attendre. Même si Michigan est champion en titre, je pense que Michigan sera pas forcément sur le haut du panier cette saison. Et de ce côté-là, tu vois que le mentor de Sherrone Moore, c'est Jim Harbaugh. Tu parlais de splitter les reps entre les deux quarterbacks. Ça avait été le cas il y a 3 ans entre McCarthy, oui, qui était true freshman, et Cade McNamara. Et cette année-là, c'était de la merde l'attaque de Michigan. Ouais, et on était les premiers à le dire. Voilà. C'est bête, hein. Mais en fait, on se rend pas compte à quel point une off-saison d'avoir un QB prédéterminé et de savoir qui prend les first team reps et en prend la majorité, c'est tellement important, surtout quand tu as des jeunes QB. Et là, je sais que Tulane, on va peut-être y revenir après, mais voilà, Tulane qui commence à week 1 en disant on va faire tourner 3 QB, que ce soit une EFCS, que ce soit ton cupcake de l'année ou pas, moi je trouve ça quand même pas hyper top. Ouais, mais tu vois, derrière, tu fais bien parler de Tulane parce que derrière Tulane, très rapidement, on dit que voilà, pour la week 2, ils avaient un titulaire installé et c'est le petit jeune, le freshman dont j'ai oublié le nom, qui a été installé en QB1. Et au moins, tu vois, à défaut de l'avoir fait pendant la off-season, au moins, tu pars week 2, tu sais qui est ton QB1, tu sais qui prend les reps en tant que QB1 avec ta team 1, chose que ne fait pas Michigan pour l'instant, visiblement, tu vois. Bah, je pense parce que au final, si, je pense que là maintenant, parce que là tu vois le split des reps entre Warren et Orji, c'est clairement Warren qui est starter, quoi. C'est juste que Orji rentre dans une sorte de change of pace un peu. On va prendre l'exemple, hein, Taysom Hill, mais voilà, c'est un peu ce rôle-là où tu sais qu'il y a un package grosse course avec lui, mais qui peut passer la balle. Sauf qu'en fait, ça apporte rien de plus, quoi. Donc, je pense que clairement maintenant c'est Warren, mais est-ce que ça apporte quelque chose? Malheureusement, je pense qu'ils vont continuer de se poser des questions. Donc, est-ce que Orji va peut-être prendre plus de reps au fur et à mesure? Je sais pas. Elle est vraiment bourbier leur situation à Michigan en ce moment. C'est clair. En tout cas, Michigan se tourne vers un stretch de 3 réceptions. Texas vers un stretch de 3 réceptions. UTSA, Louisiana Monroe et Mississippi State avant de se tourner le 12 octobre. Donc c'était quand même c'est dans longtemps, hein, c'est dans un mois, pour le Red River Showdown face à Oklahoma. Pour Michigan, les choses sérieuses vont arriver très rapidement parce qu'après la réception la semaine prochaine d'Arkansas State, les Wolverines accueilleront USC qui réalise un très très bon début de saison. On verra où en sont les hommes de Sherrone Moore. Prochain match qui, à la différence de celui-là, était beaucoup plus, pitoyable, mauvais, nul. Vous trouvez tous les adjectifs qui s'imposent, enfin du moins pour les fans de Notre-Dame, puisque pour Northern Illinois, c'est la plus grande victoire de leur histoire. Alors dans les années 2000, ils avaient battu Alabama, mais c'était le Alabama avant que Nick Saban arrive en 2007. Les quelques années de flottement, là quand Saban était encore à LSU. Parce que Northern Illinois a battu Notre-Dame, qui était alors classé numéro 5 à l'IP Poll, victoire 16-14, grâce à
field goal en fin de rencontre. C'est tout simplement, pour vous situer, la plus grande victoire d'un programme de la MAC dans l'histoire. Et l'histoire de la MAC n'est pas du tout récente. La MAC existe depuis une centaine d'années. Elle a quasiment été inchangée, la Mid-American Conference. Voilà, c'est vous dire où se place cette victoire dans l'histoire de la conférence. D'autant plus que les Huskies étaient underdog de 28 points. Voilà, là, on passe du côté de Notre-Dame, quand tu perds alors que tu es favori de 28 points, c'est un terrible upset qui n'appartient pas seulement à l'histoire de la saison, mais à l'histoire du programme, de ce côté-là, du mauvais côté. Et oui, d'ailleurs, j'appuie ce que je disais avec la MAC, c'est la première victoire d'une équipe de la MAC face à un membre du top 5 de la People. Match énorme de Thomas Hammock, le head coach des Huskies, qui fait du bon travail depuis quelques années. Alors, s'il faut pas manquer de respect évidemment à cette victoire, parce que je pense qu'ils sont allés la chercher, ça serait très malhonnête de leur retirer voilà cet exploit. Ça pose des questions sur le niveau de Notre-Dame après la victoire à Texas A&M la semaine précédente. Comment cela est-il possible après une telle performance de chuter comme cela, et tant au niveau du résultat que du contenu, parce qu'au final c'est peut-être le contenu qui a été le plus inquiétant, des choix offensifs et défensifs suspects, pour pas dire autre chose, pour pas dire assassin, des choix de fossoyeurs qui ont été réalisés. Alors, il y a plein de questions qui peuvent, j'ai envie de dire, qui peuvent voilà suivre cette défaite. Est-ce que Notre-Dame pourra intégrer les playoffs à 12? Mais ça serait déjà présomptueux, parce qu'il faudrait que Notre-Dame élève son niveau et gagne tous les prochains matchs. Au moins, voilà, cette défaite a le mérite de laisser à Notre-Dame, on va dire, la marche à suivre pour se qualifier en playoff, c'est de gagner tous les matchs qu'il reste. Et aujourd'hui, je doute si cela serait suffisant. Et c'est bien là la chose tragique, c'est que ça voudrait dire que Notre-Dame, qui était une des équipes qui avait le plus de chances de se qualifier dans ces playoffs à 12, donc avec 12 places, que Notre-Dame ne le fasse pas, et ça serait certainement la plus grosse déception de la saison. Encore une fois, tu es dans une année, excuse-moi, tu es dans une année charnière, parce que tu as 12 équipes possibles. Tu as moins de grosses écuries, je trouve, cette année en termes de qualité que sur certaines années, sur la dernière décennie. Voilà, là, sincèrement, c'est ultra malvenu cette défaite. C'est plus que malvenu à ce moment au niveau du timing. Je trouve ça nul. Et avant de te laisser la parole, Ryan, je trouve que Ethan Hampton, le quarterback de Northern Illinois, a un air à Kevin avec plus de cheveux. Voilà. T'es vraiment un salopard. Non, moi, moi, par contre, c'est la performance une nouvelle fois de Riley Leonard que j'ai trouvé atroce. Sur le premier match face à A&M, je ne l'avais déjà pas trouvé extraordinaire. Ce qui m'inquiète vraiment d'ailleurs, c'est que justement, il a la chance d'avoir Mike Denbrock en corps de off, et pour l'avoir vu de très près pendant 2 ans, je sais à quel point il est capable de faciliter un petit peu le playbook pour faire en sorte de faire briller ton quarterback et de le faire progresser. Et ça m'étonne énormément de voir Leonard à ce niveau de jeu-là. Je pense qu'il a une grosse part de responsabilité. Oui, totalement, parce que par exemple, toi, la deuxième interception, je sais pas si tu l'as vu, Ryan. Je l'ai vu, j'ai vu tout le match. Il y a deux receveurs qui sont libres, et lui, il veut sauver la patrie en balançant cette bombe, et alors qu'on se doute qu'il a pas vraiment les capacités pour le faire. Ça, c'est une erreur d'évaluation de sa part, ou alors une erreur du coordinateur offensif qui lui a demandé de lancer ici. Je te donne juste les stats pour que tu continues. C'est 62% de complétion, 163 yards et 2 interceptions. Il a été saqué 2 fois d'ailleurs. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un match aussi mauvais d'un quarterback à Notre-Dame, et je pense qu'il faut remonter à des temps, à plusieurs années, pour voir un match aussi mauvais de la part d'un quarterback.
Donc ouais, juste c'est bien que tu aies sorti les stats parce que comme je te dis, pour avoir vu tout le match, je trouve vraiment que votre défense a quand même été capable de faire le boulot malgré une attaque qui était vraiment à la rue. Et c'est hyper dommage parce que finalement, Northern Illinois n'a pas révolutionné le foot, hein. Ils s'en sont tenus au basique, mais par contre, ils ont mieux exécuté que vous. Et en fait, plus les minutes avançaient dans le match, et plus je pense que Notre-Dame a commencé à se poser des questions, à cogiter, là où Northern Illinois avait un plan et s'est dit on y va, de toute façon on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Et ils sont venus tout simplement pour vous casser la bouche et la défense a fait ce qu'elle a pu pour vous garder dans le match, mais je trouve vraiment que votre offense a été désastreuse. Donc, je suis désolé, hein, là, c'est pas contre Notre-Dame ou quoi, mais Non, mais j'allais dire que moi, je suis extrêmement content de. c'était la beauté du collège football que ces programmes arrivent à battre les gros. Ça me fait mal de le dire, mais Ah, moi, j'ai vraiment c'est été pour ému ça- quand j'ai en vu fait, le c'est pour coach. ça que je regarde le collège football en partie, sauf quand ça touche à mon équipe. Ce week-end, C'est normal. ça a touché mon équipe et j'étais C'est- pas loin de boire de la javel. Après, ça, c'est normal, tu vois. Je pense qu'on est tous pareils, mais vraiment, moi, en ayant vu ça d'un œil extérieur, j'étais obligé d'être ému. Putain, tu vois, le coach à la fin, il est en Ouais, interview, il est c'était en belle pleurs. image. Il dit vraiment que voilà. Il n'a pas arrêté de dire à ses gars qu'ils n'avaient pas besoin de chance, il fallait juste qu'ils exécutent, et s'ils exécutaient, et qu'en gros, tout simplement, ils ne s'écrasaient pas devant la prétendue adversité, que parce que Notre-Dame est un Blue Bloods, vous êtes inférieur, et ils n'ont pas besoin de chance, et vraiment, c'était beau à voir. C'était beau à voir, et vraiment, j'ai passé tout le quatrième quart-temps à cheer pour Northern Illinois, parce que vraiment, l'histoire était trop belle. Par contre, du coup, Gus, je voulais avoir ton avis vu que Ah oui. ce soir-là, toi, t'étais pas forcément devant les matchs avec nous, mais du coup, Freeman, est-ce que tu commences à te poser des questions parce que en 3 ans, il a quand même perdu là contre 3 équipes. Oui, t'as raison. Attends, faut que j'en parle justement. Notre-Dame a perdu face à Marshall et Stanford à domicile. Et il est vrai que maintenant il y a des bruits ou enfin des fans à Notre-Dame qui sont très exigeants parce que vous le savez, ça fait 40 ans que Notre-Dame n'a pas gagné de titre national depuis Lou Holtz. Ça remonte. D'ailleurs, lui, il a dû adorer Trump hier lors du débat. Ah ouais. Ah ouais. Parenthèse refermée. Le virage à droite, gros. C'est pas faux. Ah non, lui, il vote pas Kamala Harris, mais bon. Non, mais tu m'as compris. Non, et c'est un vrai problème parce que il nous a offert des belles victoires, mais tu peux pas perdre ces matchs-là. Et c'est ces matchs-là qui te font rater tes saisons. On demande dans les gros programmes d'avoir un plancher élevé, assurer ces matchs qui ne sont pas des matchs pièges. Quand tu perds face à Marshall et Northern Illinois, ce ne sont pas des matchs pièges. Ce sont des matchs que tu dois gagner avec une certaine marge, et il ne le fait pas. Et si la saison finit en autre boudin, il sera viré. Mais qu'on soit clair, je pense que ce match était une parenthèse merdique dans la saison et qu'on jouera bien mieux lors des prochaines rencontres. Le premier match l'a montré. Ce match-là a été mal préparé et je pense que ça se reproduira pas plus tard dans la saison, ce qui fait qu'il gardera son poste. Mais c'est vrai que depuis hier, le débat a le mérite d'exister. Ok. Maintenant, passons à un autre match. Bon, l'adversité pour Oregon, pour les Ducks, qui étaient 9e à la AP Poll, était bien plus, j'ai envie de dire, voilà, c'était un adversaire d'un tout autre calibre, mais ça a été compliqué, Kevin, pour Oregon, hein. Seulement une victoire 37-34 face à Boise State. Bon match de Boise State, mauvais d'Oregon. Je suppose que c'est un petit peu des deux. Toujours pas Ouais. rassuré par la ligne offensive. Alors, il y a quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas quand on parle de la ligne offensive d'Oregon. C'est que, alors premièrement, il y a le garde droit, donc Bedford, qui est blessé en ce moment. Et ça fait 2 matchs que Dan Lanning joue un peu avec sa O-line et qu'il est en train de tester plus ou moins toutes les combinaisons possibles, de faire bouger tout le monde. On a un walk-on carrément qui joue en tournant centre, là où alors celui qu'on appelle Poncho, donc c'est un Polynésien, dont je n'ai absolument pas envie de massacrer le nom, est censé être le centre titulaire sans question. Et en fait, il y a énormément de combinaisons dans la ligne. Alors, est-ce que Dan Lanning prévoit pour le futur, se dit je profite des 2 matchs contre les équipes de l'Idaho, on est censé gagner, même si on se fait peur, je m'en fous, mais au moins je suis prêt pour le reste de la saison. Je ne sais pas, en tout cas, c'est moyennement convaincant.
si vous regardez le match, vous voyez très clairement quelle est la meilleure combinaison. Ça se voit que quand on joue avec Strother à droite, Poncho en centre et qu'on laisse Marcus Harper en garde gauche, c'est là où ça fonctionne le mieux, c'est là où ça court le mieux, c'est là où Gabriel est le mieux protégé. Après, malheureusement, je pense qu'on est beaucoup victime de notre succès de l'année dernière, notamment dans le fait qu'Oregon a concédé seulement 10 sacs en 2 ans avec Bonix à under center. Ce qui est quand même c'est c'est le meilleur de college football de très très loin. Et je pense que Dylan Gabriel n'a pas, malgré le fait qu'il ait presque autant de matchs que Bonix au college football, je pense qu'il n'a pas cette même capacité à ajuster quoi que ce soit, en sachant que, pareil, Bonix a eu Alex Forsythe et Power Johnson en centre. Poncho n'a pas du tout la même expérience, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, il y a du mieux par rapport au premier match. Offensivement, on avait des belles choses, notamment des deep shots qu'on n'a pas vraiment vu au premier match, malgré les 50 passes tentées par Gabriel. La défense est bonne. Maintenant, fallait quand même arrêter celui qui est, je pense, au bout de 2 semaines, de toute façon, sans même question, le meilleur running back de la ligue. Donc Ashton Jeanty, qui a mis 256 yards, 6 TD sur le premier match et qui a mis 192 yards et 3 TD, dont un TD de 70 yards qui a totalement relancé le match. Pour moi, Oregon est dedans. Ça tourne bien. La défense est pas mal. Ils prennent le TD de 70 yards, ils font vraiment rouler dessus. Je crois que c'est Ryan ou Val qui m'avait envoyé un message à un moment là, sur le 4e carton. Il dit ouais, Genty vous roule vraiment dessus, mais en fait il nous a roulé dessus pendant quoi, un drive où vraiment il courait au centre. Sinon la défense a plutôt pas mal joué, notamment Derrick Harmon, le transfert de Michigan State qui fait un bien phénoménal à l'intérieur de la D-line. Donc on va voir. On a la Civil War en septembre, ce qui me perturbe très grandement parce que Ouais, c'est très très perturbant pour les gens qui ne savent pas. D'habitude, la Civil War, pardon Kevin, se joue à la dernière semaine de novembre pour la Rivalry Week. Et c'est pareil pour la Apple Cup, hein, le Washington State. Bien sûr. Qui normalement se joue en décembre et fin novembre et qui là va se jouer quand il fait jour, on va dire, au courant du mois de septembre. Donc je pense que Lanning profite quand même de ce calendrier hors conf pour faire les tests dont il a besoin. Et puis je pense qu'il resserrera on va resserrer les boulons quand on va commencer la saison. Déjà je pense qu'il va resserrer les boulons contre Oregon State parce que Lanning a un très mauvais record contre les rivaux, donc sont les Beavers et les Huskies. Donc je pense qu'il a vraiment pas envie de continuer à paumer des matchs contre eux. Donc je pense qu'il va resserrer dès ce week-end. Et pour le coup, sur le 1-2-6, j'avais dit que je m'attendais à un match un peu à la BYU de 2022. Et ben en fait, j'avais bon sur la semaine, mais pas bon sur l'année parce que ça ressemblait plus au match de Texas Tech de Week 2 de l'année dernière. Match très compliqué où on attendait Oregon vainqueur relativement facile et puis il a fallu attendre vraiment les derniers instants du match pour qu'Oregon gagne. Donc je pense qu'il va y avoir du mieux de toute façon. Il faut se dire que voilà, on change de quarterback, c'est jamais facile de changer de QB, de changer comme ça. Donc et puis avec un tel calendrier, tu as l'occasion justement de prouver que tu es une meilleure équipe on va dire que celle des 2 premiers matchs. Parce que vous aviez commencé à la 3e place de l'IP Poll et aujourd'hui vous êtes 10e. Mais voilà, il suffira d'une belle victoire. Je ne sais pas qui vous avez cette année face à Michigan, Ohio State. Je crois qu'on a Ohio State courant octobre là sur le gros slate. Là, il y a un énorme slate cette semaine-là où il y a que des. Je me demande si c'est pas le week-end c'est le 12 octobre d'ailleurs, c'est le week-end du Red River Showdown. Donc après, je pense que moi honnêtement, ça me dérange pas qu'on descende dans l'IP Poll parce que moi, ça me faisait énormément peur le fait que tout le monde voit Oregon très beau, très fort, déjà en college football playoff, déjà en final et tout. Je pense que les joueurs aussi. J'en faisais pas partie, Kevin. Non, mais je parle surtout des médias ricains là, si tu regardes sur le premier college game day, t'as quand même 3 mecs qui voient Oregon en finale contre Georgia sur 5. Donc moi honnêtement, ça me dérange pas parce que je pense que ça va faire dégonfler les joueurs. Ouais. Le fait de te faire accrocher par Idaho puis Boise State, même si Boise State c'est plus legit quand même. Je pense que ça va les réveiller. Et moi, honnêtement, là, on est descendu 9e, si je dis pas de bêtises. Moi, ça me dérange pas. Non, vous êtes passé 9e, vous étiez 8e et vous étiez 3e lors de la première. C'est ça. Moi, ça me dérange pas. Tu me permets, Kevin, Idaho, en fait, était une bonne équipe. Ils ont battu Wyoming. Wyoming là-bas, 17-13. Ouais. Donc ça, voilà, saison d'Idaho à suivre cette année. Et Boise à suivre, hein, parce que Genty risque... Il y a moins qu'il essaie de faire tomber quelques records parce que... Déjà, 9 touchdowns en 2 matchs.
Je pense que les équipes vont s'habituer parce que le quarterback play est pas phénoménal. Donc je pense que ça risque de stacker la boxe. Mais ce que j'ai remarqué 42% de complétion pour Madsen face au Ravens. il finit quoi à 17 sur 40 ou un truc comme ça, je crois. Mais en fait, Genty, c'est surtout ce qui m'a impressionné, en fait, c'est qu'il est déjà il est très très complet, il peut tout faire. En passe pro, il a fallu qu'on envoie un DN sur sa gueule pour l'éclater, mais sinon les backers et les safety, il les arrête pas de problème. En fait, il a une capacité à rebondir sur l'extérieur, c'est là-dessus qu'il éclate beaucoup de monde là. Où en fait, si jamais ton edge il est pas sécurisé, il rebondit à une vitesse et après pour l'arrêter, c'est un peu compliqué. Donc vraiment à suivre. Je pense que Val va vraiment s'amuser sur l'évaluation de sa tape. Parce que c'est vraiment un super joueur, super complet et je pense que on prend de l'avance et on va parler avec le prisme NFL. Je pense que son stock de draft est en train d'exploser sur ses premières semaines. Merci Kevin. Elio, il y a eu une rivalité cette semaine, et pas n'importe laquelle. C'était le Cy-Hawk, la bataille pour le Cy-Hawk Trophy entre Iowa State et Iowa. Et ce sont les Cyclones qui se sont imposés. Au terme d'une remontée qu'on a eu du mal à imaginer quand même. Non, mais comme vous pouviez vous en douter, on avait fait un petit peu la preview également dans le 1-2-6. On disait que ça sentait pas le match foufou entre les deux équipes. Ça a été très serré, victoire 20-19 donc d'Iowa State, sachant que Iowa a largement dominé la première période, mais sans enfoncer le clou. À la mi-temps, il y a seulement 13-0, alors que ça pouvait être plus. Et au retour des vestiaires, troisième quart-temps, tu as Iowa State qui balance 2 touchdowns. Et puis, à la fin du troisième quart-temps, on est à combien? On est à 19-14. Ouais, c'est ça, on est à 19-14. Et Iowa se liquéfie, littéralement, sur le dernier quart-temps. 0 points et 6 points du côté d'Iowa State. On a eu un Rocco Becht qui s'est montré en forme quand il fallait. Autrement, c'était un petit peu fade. En face, Ken McNamara, contrairement à ce qu'il a laissé paraître en première week, il est redevenu un petit peu le Ken McNamara qu'on connaissait à Michigan. Pas terrible, seulement 99 yards sur 29 tentatives de passe quand même. Donc, ils ont essayé de passer Iowa. 2 interceptions, pas de touchdown, voilà. On a eu Caleb Johnson quand même à la course. On sait que c'est un des gros points forts habituels d'Iowa à la course, qui a couru pour 187 yards pour 25 portées, donc 7,5 yards en moyenne et 2 touchdowns. Ça a été lui un petit peu la clé là, de ce début de match des Hawkeyes. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à retenir d'un côté comme de l'autre. On sait qu'Iowa State, c'était plus difficile pour eux de se déplacer du côté de chez les voisins, mais enfin, Iowa a fait du Iowa State a conforté sa place de bonne équipe de Big 12 sans plus, mais voilà, Ça on sera n'a rien. intéressant de voir ce qu'ils vont faire cette année, parce que c'est une des équipes qui voit le retour d'un on va dire d'un nombre de joueurs très important. On sait à quel point ça peut être quelque chose d'appréciable pour un coach. Je crois d'ailleurs que c'est la seconde équipe qui retourne le plus de joueurs. Voir comment ils vont se débrouiller dans cette Big 12, parce qu'en fait, jusqu'au 23 novembre, le calendrier reste très abordable pour eux, et pourquoi pas viser en fin de saison justement une qualification en finale de la Big 12. Il restera 2 derniers matchs face à Utah et Kansas State, qui sont les 2 meilleures équipes de leur calendrier, avec évidemment Iowa. Je pense que les fans d'Iowa State peuvent au moins un petit peu rêver. Ils font partie des contenders, Ça, c'était clairement le match piège qu'aurait pu saboter leur début de saison. Ils le passent sur le fil du rasoir, mais en même temps, ils se reprennent bien. Encore une fois, il y a 0 point pour eux à la mi-temps. Je trouve que mentalement, c'est quand même plutôt pas mal ce qu'ils ont fait. Et juste à noter, j'avais complètement oublié de le mentionner, mais il y a le très bon receveur Jalen Noel, qui est une de leurs pièces maîtresses là, pour la saison, qui a quand même réceptionné 133 yards pour 5 ballons et un touchdown. Il y a des arguments offensifs. La défense a tenu quand il fallait tenir aussi. Je pense que Iowa State fait partie de ces contenders de Big 12 sans souci. À propos de la Big 12, il y avait une rencontre, une vieille rivalité ce week-end à 1h30 du matin. C'était entre les Buffaloes de Colorado et les Cornhuskers de Nebraska. Rivalité que vous pouvez comprendre aisément. Les 2 programmes sont assez proches d'un point de vue géographique. Boulder et Omaha ou Lincoln, je confonds tout le temps, parce que à Omaha, il y a les World Lincoln. Series
Oui, voilà, parce qu'à Omaha, il y a les World Series de college baseball. Je sais pas pourquoi je confonds. Et puis Omaha, c'est vrai que c'est la capitale du Nebraska. Donc oui, en effet, c'est compliqué avec ce type de ville de faire le distinguo. Et Ryan, Nebraska, dans la continuité de de son premier match face à Colorado, nous a gratifié d'une belle performance. Vraiment la bonne surprise de ce début de saison. Tu veux commencer par quoi? Colorado ou Nebraska? Écoute, pour être très honnête, je vous laisserai parler un peu de Nebraska après. Je pense que les gens savent que Nebraska, je les porte dans mon cœur et que je suis très impatient qu'ils retrouvent les sommets. Ils ont été portés par un Raiola vraiment magnifique, mais vraiment tout le côté Nebraska, je pense que je vais vous le laisser, surtout que je sais que au moins 2 personnes ici ont vu le match avec moi en vocal, donc ils vont pouvoir parler de Nebraska. Moi, ça y est, je suis arrivé en fait à l'overdose de Colorado. Je ne peux plus. J'ai essayé de les défendre. Toute leur première année, j'ai attendu de voir. Je voulais pas rentrer dans la hate basique, comme ça a pu être le cas sur Colorado, pour de multiples raisons qui, à mon sens, étaient vraiment méritées, mais j'ai voulu attendre de voir. Pas comme moi, tu veux Et dire ça? pas comme toi, pas comme Rob, pas comme Val, pas comme d'autres, mais là, je peux plus. Là, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fini de me convaincre que je ne serai jamais un supporter de Deion Sanders. Je le mets lui en avant parce que j'oublie pas que c'est des gamins qui sont sur le terrain, de par le fait que, vous le savez, hein, j'ai coaché dans ma vie. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Quand ça m'arrive encore, je prends encore du plaisir à faire ça, à coacher des gamins, à les voir se développer. Tout le compte du scouting, il est aussi là pour ça. J'aime pas quand les médias s'acharnent sur des mecs qui ont 18, 19, 20 ans. Là, je mets vraiment Deion en avant et je peux plus. Je peux plus. Il montre semaine après semaine que il a aucune idée de comment développer des jeunes, que ce soit en termes footballistiques, mais en termes humains. Il est en train de détruire le programme de Colorado sous prétexte qu'il les a mis sur la carte, médiatiquement parlant, qu'il leur a rapporté de l'argent. Il est en train de détruire un programme que moi j'aimais énormément avant. Je préfère avoir encore 20 années de Colorado putride, mais avec des vraies valeurs, que voir un Colorado neutre, voire moyen nul, mais avec qui prône des valeurs comme celle-ci. Je ne peux plus. La famille Sanders tout entière, Shiloh en tête d'affiche, hein, le gogol de la famille. Faut savoir que sur ce match contre Nebraska, en première mi-temps, je crois que tu as déjà 2 joueurs qui font objet d'un targeting et complètement valide, hein. Les gamins s'en tapent, il n'y a aucune technique de plaquage, ça y va tête la première. Visiblement, ça gêne personne puisqu'on voit des vidéos de off-season où carrément, quand il y a des vidéos de Golemont comme ça, c'est mis en avant par Deion et par le CM de Colorado. C'est incompréhensible. Les gamins sont déconnectés de la réalité. Je vois les mêmes défauts, que ça soit en attaque ou en défense de la part de Colorado. Les joueurs ne progressent pas. Je vois un Shedeur Sanders qui a des vraies qualités, mais qui est incapable de les exprimer parce que le mec, il est derrière une ligne offensive sur laquelle on trouve des 5 étoiles et une ligne offensive. Je pense honnêtement qu'il y a des lignes offensives en ELF qui sont meilleures que ça. C'est scandaleux. Mais à côté de ça, à chaque fois que j'essaye de trouver un moyen de défendre Shedeur, il me fait passer pour un con. C'est-à-dire que là, sur le match, le mec, à 2 minutes de la fin, il avait décidé que ça y est, il en a marre. Il s'est barré. Et puis en conférence de presse, il jette les gens sous balancé sous les Ouais. roues Mais du bien bus sûr, sur il sa ligne balance ses offensive. coéquipiers, mais Mais normal. surtout que alors même si après on est beaucoup à l'avoir dit sur le fait que son statement n'est pas faux en fait. En soi, il a raison que lui, il se fait cartoucher par les defense adverses et pas forcément les QB adverses, mais en fait, Il y a c'est une pas à toi de attitude le à dire. avoir. En fait, tu viens jacter, et Ryan, on a déjà eu le cas en tant que joueur et coach, tu viens jacter sur les mecs qui ont plus ou moins ta vie entre tes mains. En fait, tu viens pourrir les mecs qui te protègent tous les semaines contre des mecs de 320 pounds.
Donc en fait, s'il y a un mec qui doit ouvrir sa gueule sur la O-line, peu importe la relation père-fils, c'est Prime, c'est Deion Sanders. À aucun moment le QB en public parle devant les journalistes, tu viens ouvrir ta gueule et tu viens dire ah ma O-line elle me protège pas ou quoi. Gros, ferme-la. Même si tu le penses pas, fais la langue de. Et je suis pas pour ça d'habitude, mais gros, c'est les mecs qui te protègent. Déjà que c'est compliqué, mais là moi honnêtement, je suis un O-line de Colorado. C'était quoi, Ryan, le terme qu'on avait à l'époque, enfin que Ben utilisait quand. C'était porte de saloon. Ouais, en gros, c'est équivalent, Ouais. c'est porte de saloon. C'est en gros, tous les O-line, ils disent à leur gars, vas-y, je vais te laisser passer. Et en gros, tu fais passer un message, soit ton running, soit ton QB derrière. Honnêtement, moi, je suis O-line. Moi, je fais ça. Et ce qui me vénère le plus quand je vois le niveau Colorado, c'est, bon, alors, la D-line, c'est en particulier, parce que ça a l'air pas trop mal, mais en fait, ils ont un coaching, ils ont Pat Shurmur en cordeau offensif, coach QB. Ils ont Dion en head coach. Ils ont Warren Sapp en coach D-line. Enfin, je veux dire, pour moi, ça me paraît chaud que ils soient aussi nuls en ayant un coaching staff pareil. Et c'est alors pour leur défense, ça fait 2 matchs d'affilée qu'ils encaissent pas de points en deuxième mi-temps, donc c'est déjà ça. Mais c'est extrêmement compliqué. On se reposait la question encore, est-ce qu'ils allaient faire mieux que l'année dernière ou quoi semaine après semaine, malheureusement, ils nous montrent que on n'était pas si loin d'avoir tort, quoi. Non, mais moi je te dis, c'est vraiment un coup de gueule dans le sens où c'est le développement des gamins qui, à mon sens, est critique. Tu vois un mec comme Travis, ils ont une chance énorme d'avoir un mec comme Travis Hunter des deux côtés du ballon, mais même lui, tu vois qu'il est en train de vriller complètement parce qu'il n'y arrive pas. Et lui, c'est compréhensible. Tu vois, quand tu es sur le terrain 90-95% du temps que tu te donnes et que tu vois que derrière, tu vois des attitudes comme celle de Shedur, comme celle de Shiloh, ben, t'as pas envie. T'as juste pas envie. Et on voit qu'il est en train de dégoupiller lui aussi de plus en plus. Je l'ai vu faire des choses cette année que je ne l'ai pas vu faire l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a des jeux où carrément il va plus au plaquage. Il laisse les mecs rentrer dans la end zone, il laisse le mec aller au TD parce qu'il n'a pas envie de se blesser. C'est des trucs que tu ne le voyais pas faire avant. J'ai parlé des 2 targeting, mais ça, on peut les. À chaque match, tu en as un nombre qui est affolant. Les arbitres, et on en parlait avec Kevin, je crois à partir du début du 3e quart, il ne flaguait plus un holding parce que sinon, à chaque jeu, alors non, il y aurait 5 flags. Oui, de Colorado. Ils se sont fait plaisir avec Nebraska pour le coup. Hein. C'est ça, mais en fait, de côté Colorado, ils ne pouvaient même plus flaguer parce qu'à chaque jeu, il y avait 5, 6, 8 holdings, mais genre vraiment des trucs, mais pour un joueur de CC Foot les verrait, les flags, en fait. Tu vois comique de situation. Non, mais c'est tellement. Mais c'est du grand n'importe quoi. Je ne peux plus. Colorado est en train de mourir à petit feu. Et on en parlait avec Elio. J'attends même de voir quel sera le nouveau taf de Deion derrière. Parce que je pense que les équipes, les gros programmes en tout cas de college football, ne sont pas dupes. C'est-à-dire que là où Deion a été capable d'arriver à Colorado et en gros de les mettre sur la carte médiatiquement, les gros programmes n'ont pas besoin de toi pour ça. Ils sont déjà là médiatiquement, donc qu'est-ce que tu vas leur apporter? Et sur le sportif, tu ne leur apporteras rien. Donc qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a aucun intérêt économique pour les gros programmes de rapporter Deion, contrairement à Colorado, vu le marasme dans lequel les Buffaloes étaient, c'est vrai. Là, c'est bien. En fait, encore une fois, tout le monde attend toujours l'année 2 pour voir les progrès d'un coach avec son programme, etc. On sait qu'il y a eu des énormes investissements, que ce soit en termes d'effectifs, en termes de tout ce qu'il y a autour, etc. Et voilà. Là, on va attendre la fin de la 2e saison. C'est simple. Et ensuite, on fera le bilan comptable, je pense, et on pourra être encore plus véhément sur les Buffaloes. Mais en face... En face, Ryan, on va parler des Cornhuskers quand même qui démarrent très bien leur saison. 2-0 pour Nebraska en début de saison. Je ne sais pas si c'est arrivé récemment ou ça devait être 2 cupcakes en tout cas. Les gars, c'est l'année 3 de Matroul. C'est l'année 2, justement. L'année 2, exactement. Justement, l'année 3 va être flippante. Toujours des années exceptionnelles à Temple et à Non, justement, c'est ces années 3, je crois, où il est vraiment exceptionnel. L'année 2, généralement, il est un petit peu meilleur. Et c'est l'année 3 où il pète. Ouais, c'est l'année 3, il pète en général. Et là, ça voudrait dire que tu as l'année. En fait, ça sera l'année 2 de Dylan Raiola. Et avec le reste des mecs, soit senior, soit junior, Bellec à Nebraska l'année prochaine. Hein.
Ouais, parce que d'ailleurs, tu fais bien de. Oui, parce que par exemple, Dante Doddle qui fait un bon match, le running back qui fait 2 bons matchs depuis le début de la saison, sera junior l'année prochaine. Dylan Raiola. Et d'ailleurs, Dante Doddle, son highlight du match, c'est quand même d'avoir cassé l'avant-bras de Shiloh Sanders. Et ça, Ouais, c'est vrai que Et c'est lui. Ouais. Et il faut le Shiloh qui signaler. avait encore ouvert sa bouche avant le match, comme d'hab. Voilà. Donc en fait, tu ouvres ta bouche et encore une fois, tu te fais éclater. C'est saison après saison, Shiloh, c'est pareil. C'est Et ça magnifique. fait deux saisons d'affilée qu'il ouvre sa gueule et qu'il se fait blesser par un joueur d'Oregon, parce que Dante Doddle est un transfert d'Oregon. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je tenais juste à le préciser. Là où Nebraska a été particulièrement, c'est, j'ai envie de dire, comme Texas face à Michigan, c'est dans les tranchées. Alors, la ligne offensive des Cornhuskers n'a pas subi un seul sac. 4,3 yards par portée pour les coureurs de Nebraska. Et du côté de la ligne défensive, Colorado n'a pas pu courir plus de 1 yard avec 0,7 yards par portée. Alors on sait que C'est honteux. voilà, Dylan C'est Raiola honteux. est hyper talentueux, mais c'est aussi ça le travail de Matt Rhule, justement, c'est d'avoir fait, je veux dire, d'avoir modelé ces deux lignes si importantes à sa guise. Et au final, c'est peut-être ici qu'a été la Co- clé du match. Ça, j'ai pas de doute, mais ça sera peut-être la clé de la saison. Comme il a toujours fait, de toute manière, à Baylor, c'était comme ça. Temple, c'était un peu comme ça. Chez les Panthers, en NFL, il avait essayé de faire ça, de drafter surtout sur les 2 lignes. Là, ce que j'aime, et on en parlait avant ce match en préambule, Nebraska, c'est que c'est beaucoup de défenseurs de D-linemen, en fait. Tu as énormément de D-linemen qui prennent énormément de snaps différents. Il y a beaucoup de rotation et de turnover. Et au final, là, ça donne 6 sacs avec 6 joueurs différents par sac. Tout simplement. Donc, Et Sisak, Elio, 6 joueurs différents. Sisak, Elio, et comme on le disait, avec des holdings, mais catastrophiques. Les mecs se prenaient des RKO qui n'étaient pas flagués. Et pour parler de l'attaque, pour parler du fameux Dylan Raiola, moi, ce que je trouve extrêmement bien aussi avec la gestion de Matt Rhule vis-à-vis de sa star, parce que c'est sa star, c'est même sa superstar, le mec, il a beau ressembler à Mahomes, etc. Et ben, il ne le fait pas lancer des ballons de fou. Il fait en sorte d'y aller petit à petit. Là, en l'occurrence, Raiola, alors il a eu 30 tentatives de passe, mais 23 de complétées, ce qui est très bien, mais seulement 185 yards, une moyenne de 6,2. Ça veut dire qu'il ne prend pas de risque. Il a un touchdown, c'est tout. Le premier match, ça avait été un petit peu similaire. Il me semble, c'était, je l'ai sous les yeux là. Oui, mais il y avait quand même eu, yards. dans mes souvenirs, 2 grosses actions justement où il lance C'est peut-être ça. juste 2 actions où il lance 2 merveilles de passe. C'est ça. Mais autrement, il n'y a sur pas ce match, de grosse prise de risque. Et il a raison. Tu vas pas lancer un rookie comme ça et lui faire prendre des risques inutiles et au final, tu remportes ton match aisément. Ouais, Ryan. Sur ce match, Gus, il en a encore, hein, je crois, 1 ou 2 balles très belles en sidearm où il roll, il sort de sa poche. Il est beau à avoir joué. Hein. Très intelligent et vraiment, par contre, c'est flippant les parallèles qu'il y a entre lui et Mahomes. Il en joue énormément à Raiola, mais c'est pas seulement des mimiques fait pour le clic, fait pour les photos. Je pense vraiment que Raiola est fan de Mahomes. Il a grandi en voyant un petit peu Mahomes. Et il a appris à jouer comme ça. Et il y a des trucs, mais vraiment, t'as l'impression de voir un copycat. Parfois, c'est assez perturbant. Moi, juste sur Raiola, un truc que j'espère, c'est que là, on est tous d'accord, on s'accorde tous à le dire. Il a les qualités pour être une des futures superstars du college football. J'ai juste peur que les médias en fassent trop. On sait que Nebraska, pareil, hein, les médias, ils attendent depuis énormément d'années que Nebraska revienne sur le devant de la scène. 30 ans. J'ai pas envie qu'il me le fasse exploser en vol comme ça a été le cas avec un Caleb Williams qui a vraiment changé complètement. Je dis Caleb parce que là, c'est vraiment l'exemple le plus récent que j'ai en tête, mais vraiment Caleb, c'était ça. Hein. Je pense qu'on était tous amoureux de lui à Oklahoma quand il remplace Rattler. On l'a vu, il jouait, il était relâché, pas de pression. Et en fait, d'un coup, le mec arrive à USC, c'est la superstar. Et là, il gagne quand même un Heisman à USC. C'est plutôt la deuxième année à USC, non? Non, moi, dès la première année, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait déjà un changement de gear qui s'est enclenché. Au niveau de. Tu sais, c'est venu progressivement. Les premiers matchs, on était encore en mode putain, il y a la hype Caleb. Au bout de 4-5 matchs, on commençait à dire putain, il a des fois. Putain, j'aime pas trop comment il réagit ou son body language. Et puis, c'est arrivé au point d'orgue du match, je te l'avais dit, face à vous, face à Notre-Dame, où je l'avais trouvé vraiment détestable.
Et, Ouais, euh, l'an et à dernier. partir de là, ça a juste snowball. J'ai pas envie de voir ça en fait avec Raiola, ça me ferait chier, tu vois. En tout cas, Matt Rhule, c'est pas ce genre d'head coach qui te met dans cet état d'esprit, je pense. Il y a aussi l'histoire familiale Voilà. vis-à-vis de Nebraska Ah, le tonton, ouais. pour Raiola, ouais. Et pour l'instant, en tout cas, il semble assez bien entouré. Voilà, ouais, il fait le mec flashy quand il arrive au stade, machin. Mais par contre, sur le terrain, tu le vois assez calme ou pas trop véhément vers ses coéquipiers ou quoi que ce soit. Et puis encore une fois, hein, les coronets énormes pour aller à Nebraska quand elle se statue à la sortie du lycée, on peut que le féliciter. Voilà pour clôturer ce match. Juste, j'aimerais quand même qu'on parle parce que Nebraska, effectivement, pour l'instant, ils sont à 2-0. Ils ont un calendrier qui peut les amener relativement loin, en fait, parce que, Tout à fait. voilà, ils ont leur Cupcake Game, pardon, la semaine prochaine contre Northern Iowa. Mais après, leur calendrier de Big Ten, c'est Illinois, Purdue, Rutgers, Indiana. Donc, très clairement, s'ils se retrouvent en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, s'ils se retrouvent en 7-0 après cette match, je pense qu'il y a personne qui va sourciller quoi que ce soit. Après, bon, ils vont jouer à Columbus contre Ohio State, ok. Après, ils jouent UCLA qui a l'air sur une off year. Moi, j'ai très hâte du match contre Ohio State. Hein. Il Ouais. me fait bander. Hein. Ouais, Après, ça va bon, être le gros match de la semaine. Hein. ouais, malheureusement, ils jouent deux équipes classées, les deux matchs à l'extérieur parce qu'ils vont jouer à USC. Après, Wisconsin, Iowa. En vrai, s'ils se retrouvent à 10-2, 9-3, je pense qu'il y a personne qui, c'est pas scandaleux, hein. Ils ont un calendrier qui est relativement simple. S'ils perdent les deux matchs qu'ils doivent perdre et qu'ils gagnent le reste, enfin, vu comme ils sont partis en tout cas, il y a moyen, hein. Et ça serait une très très belle histoire, honnêtement, avec un public qui a encore été formidable Ouais. lors de ce match-là. Il y a eu le lancer de ballon traditionnel. Non, non, ça serait mérité pour ces fans qui souffrent depuis bien trop longtemps. Eux, pour le coup, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'est compliqué d'être fan de Nebraska. Et je Bon, finirai juste parce que je suis vas-y, un connard en je t'en géographie et prie. que Elio a dit de la merde. Lincoln est bien la capitale du Nebraska et Omaha est la plus grande ville. Voilà, c'était juste pour Après, pas tu qu'on se connais, fasse ouais, tu sais, taper. les États américains. En Californie, Oui, c'est Los Angeles, la plus grande oui. ville, ou on peut parler de San Après, Francisco, mais c'est ouais. Sacramento. Après, je pense que si tu vas aussi chercher, la part des États ont changé de capitale 3 fois dans Ouais. leur histoire, voire 4. Et il y a moyen qu'Omaha ait été capitale de l'État à un moment ou à un autre aussi. Donc, On va voir, Elio, on va voir si promis, t'es je te un tape vrai dessus fan. gratuitement, hein, c'était pas. Non, mais on va voir, Kevin, si t'es un vrai fan de la Pac-12. C'est quoi la capitale de l'État de Washington? Euh, Alors, je dirais, c'est pas Tacoma. Du coup, ce serait de l'autre côté. Ah putain, c'est là où j'ai atterri en avion. Euh... Bah si. Spokane. Ah, Spokane. Merci, je cherchais le nom. Ah, vous Non, êtes sûr? En tout cas, c'est Non, vraiment. pour moi, non. c'est Tacoma, la capitale de l'État, Ouais, non? je pense que ce serait moins que ce soit Tacoma. Ouais. Eh ben, vous êtes pas très fort, vous êtes pas des vrais fans de la Pac-12, c'est Olympia. Ah, mais oui, mais Ah Olympia oui. est dans la Ça y banlieue, et est, c'est là où tu as les usines Boeing ils vont également. essayer de se chercher des excuses. Vas-y, Non, vous êtes je te dis, boîte. Non, vous non, non, verrez, Vas-y, vous on verrez. avance, on Ouais. avance, J'avais on vraiment avance. oublié que Vous êtes c'était nuls Olympia, à pas de chier, souci. bande de merde. Nous venons de revenir sur les plus gros matchs de cette deuxième semaine de college football. Je vous propose un tour des conférences en commençant par l'ACC et la grosse victoire de Pittsburgh qui était menée 27-6 dans le troisième quart-temps pour battre Cincinnati. Ça aussi, Pittsburgh, c'est une équipe qu'il va falloir regarder cette année parce qu'ils ont accueilli vous savez, comment il s'appelle, le transfert d'Alabama, Eli Holstein, et il a encore signé voilà, un bon match avec 302 yards et 3 touchdowns et aussi 36 yards à la course. Il fait partie des joueurs qu'il faudra suivre. Elliott a aussi une grosse victoire, c'est celle de Syracuse qui a battu une équipe classée. En ce sens-là, on considère comme un upset. C'est Georgia Tech qui était classé 23e à l'IP-Poll et Kyle McCord continue de faire parler de lui. Ouais, alors moi, je vais dire ouvertement les choses. J'ai vu qu'il y a une sorte de hype là qui s'est créée ce week-end. Avant de tweeter ou de dire quoi que ce soit, ce serait bien d'être devant le match, hein, parce que je pense que j'étais un des seuls connards en France à l'être. Syracuse, ça fait 2 semaines de suite que je les regarde en direct, et j'avais ce match à côté du Texas-Michigan. Donc voilà, vaut mieux regarder le match avant de parler, de tweeter en même temps, juste sur des stats ESPN. Non, match très très serré jusqu'au bout. On avait dit que... Alors,
en préambule lors du 1-2-6. Encore une fois, on parle beaucoup pendant le 1-2-6. Hein. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch tous les samedis de 17h à 18h. J'avais dit que Georgia Tech, ça allait être une belle saison et c'est le cas parce qu'ils ont montré que justement ils sont restés vaillants sur ce match jusqu'au bout. Ils n'ont pas perdu le fil, même au moment où Syracuse a bien repris l'avantage. À la mi-temps, il y avait 21-14, je crois, pour Syracuse. Et j'avais dit que Syracuse, ils risquaient d'être dangereux à domicile, que ils avaient déjà fait un premier match très intéressant. Là, à voir le deuxième. Kyle McCord avait bien joué lors du premier match. Il avait juste lancé une interception qui était un peu dégueu. Là, ça a été un match parfait. 381 yards, 32 passes complétées sur 46, 4 touchdowns, 0 interception. Il a montré exactement pourquoi c'était un 5 étoiles et un top quarterback à la sortie du lycée. Il a montré aussi pourquoi il a pris un certain niveau en restant titulaire toute une saison du côté d'Ohio State, parce qu'on veuille ou non, il n'a pas été benché l'année dernière. Hein. C'était lui le titulaire des Buckeyes. Et en même temps, il y a toute cette hype qui se crée autour de Syracuse sur ce genre de match. Encore une fois, Georgia Tech est une belle équipe cette année, faut pas l'oublier. Et il y a toute une hype autour qui se crée parce que Syracuse s'est très bien renforcé, parce que Syracuse a des bons noms. On pense à Gadsden, le tight end qui était blessé l'année dernière, mais qui était annoncé comme un des gros noms avant la saison, déjà la saison dernière, qui a fait encore un gros match à l'image du premier également. Il a 2 touchdowns, il me semble. Voilà, non, c'était une belle. Là, franchement, c'est un bel affrontement des ACC où tu prends du plaisir à regarder du football avec 2 équipes qui sont rendues coup pour coup jusqu'au bout. Et pareil, petite mention pour Haynes King qui continue d'être un QB solide, lui aussi, grosse star lycéenne avant qu'il passe à Texas A&M. Et pareil, il nous a sorti 3 touchdowns en tout. Il me semble que c'en est 2 à la course, 1 à la passe. Mon bon gros redneck. Ouais, mais je vous invite à regarder vraiment le résumé de ce match. C'est pas que au niveau des quarterbacks que ça se passe, c'est un peu de tout. Et non, j'ai passé un bon moment. Et d'ailleurs, ils sont très bien coachés. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça en fait, avec des coachs dont on entend peu parler, alors que ce sont des bons coachs. Tu vois, ça, je ne m'attendais pas à ce que justement Fran Brown si vite nous fasse dire ça, parce que tu t'en souviens, Elio, quand il a été nommé coach de Syracuse, on se disait ah ouais, c'est quand même un choix très politique pour le coup, parce que c'est d'abord un recruteur avant d'être un coach. Je dis ça en grossissant le trait. Hein. Il était coach des DB à Georgia, il n'était pas coach des DB à Georgia. C'était un mauvais coach, mais on avait ses doutes. On avait comme des doutes quant à ses capacités pour être un head coach. C'est pas du tout le même métier. Et là, pour l'instant, ça se profile très très bien. Et ça, c'est l'une des très belles surprises de la saison, en effet. Ouais, totalement. Et encore une fois, allez voir ce match. Ça vaut le détour. Ces 2 équipes, entre guillemets, contenders pour une ACC ultra ouverte cette année. Je pense pas que les 2 équipes iront au bout, pour être tout à fait honnête. Il y a sûrement un moment où ça va un petit peu chuter. Mais par contre, pour les prochaines saisons, quand tu vois que ça démarre comme ça, et pour Georgia Tech, qui revient de loin, il y a 1 an et demi, Georgia Tech, c'était pas du tout la même équipe. Et pour Syracuse, qui pareil, galérait avec Dino Barber pendant des années, je vous invite réellement à vous pencher sur le cas de ces 2 équipes qui vont être à suivre tout au long de la saison. Clemson a battu Appalachian State 66-20. Stanford a battu... Putain, ça fait bizarre quoi de parler de l'ACC et de Stanford. Bande d'assassins. A battu California Poly. Miami a gagné. Louisville a gagné. Virginia Tech a gagné. North Carolina aussi. Du côté de la Big 12, Kansas State ne subira pas une seconde défaite d'affilée face à Tulane, puisque les Wildcats ont battu non sans difficulté la Green Wave de Tulane. Est-ce que l'un d'entre vous a regardé le match et peut notamment nous parler du fumble de Darren Mensah qui a été retourné pour un touchdown dans le 4e quart-temps? Un match qui, ma foi, a été intéressant. Ouais, j'étais devant, c'était un des matchs que j'avais, je crois que c'était mon 2e ou 3e écran. C'est un match qui était relativement serré jusqu'au fumble de Mensah qui a un peu fait tourner les choses un peu comme le fumble de Herbert pour Oregon d'ailleurs. C'est un peu le même scénario. Là, carrément retourné pour touchdown. Et après, ça joue sur le match. Donc, c'est quoi? C'est Kansas State qui gagne d'un TD, donc 34-27. Tulane égalise pas longtemps avant la fin.
sur un play design qui est vraiment pas mal pour moi. Et en fait, les arbitres considèrent qu'il y a un des receveurs de Tulane qui fait une interférence de passe offensive. J'ai rarement vu une interférence de passe offensive aussi soft que ça. Pour moi, le mec part en tracé, c'est même le DB qui pose ses mains en premier sur lui. Et le ref leur met donc du coup 15 yards de pénalité et derrière ils arrivent pas à marquer alors qu'ils avaient scoré. Donc c'est un peu relou pour eux et puis après c'est Mensah qui se fait intercepter dans la end zone pour clôturer le match. C'était un match sympathique en soi, hein. Après Mensah, il y a quand même c'est un bon coureur, c'est un bon athlète, c'est un gars qui on voit que c'est un dual threat et qui peut apporter au sol. Tu Maintenant, il vois faut une pas marque de qu'il progression, sachant qu'il est trop freshman? en marge de progression, j'ai pas vu le premier match, donc ce serait, en sachant comme on a dit tout à l'heure, tu sais, ils ont vraiment split les snaps avec Ty Thompson et je connais pas le nom du troisième QB, mais du coup la marge de progression, malheureusement, c'est pas maintenant qu'on va la voir. Maintenant, si le coaching staff de Tulane décide que Mensah sera le starter toute cette année, bah on pourra en parler à la mi-saison ou là parler d'une marge de progression, c'est un peu compliqué pour lui. En plus, c'est pas un mec que je regardais en high school ou quoi, donc en soi, disons que pour une base de départ, on va plutôt parler de ça, on va parler de plancher un peu comme on parle pour des joueurs NFL. Je pense que le plancher est pas mal. Maintenant, ça se voit que c'est peut-être plus un coureur qu'un passeur. Il va falloir raffiner quand même le jeu à la passe. Utah a battu Baylor après un début de match canon, 23-0, jusqu'à la blessure de Cameron Rising qui a fait rentrer Isaac Wilson, qui je crois est le petit frère de Zach Wilson, si je dis pas de bêtises. La blessure ne serait pas voilà, très 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 grave, donc on devrait revoir Cam Rising, mais voilà, ceci étant dit, sa blessure a coïncidé après avec Le fait avec qu'il ait un disparu. avec le fait voilà qu'il ne marque que Utah ne marque plus de points. Donc ça sera quelque chose à suivre. Au final, voilà, victoire 23-12. Ryan, Mais par contre, Utah avec Rising, c'est intéressant, hein. On voit ah que bah sur les, toujours. ils mettent quoi? Bon, par contre, ils mettent sur les 3 TD qu'ils mettent, ils mettent un pick six et un field goal contré, si je dis pas de bêtises. Mais on sent qu'avec lui à la main, il y a quand même, pour moi, c'est vraiment diversifié sur le play call. Il y a du play call qui est vachement couillu en plus, donc moi j'aime bien. Ouais, toujours. Et Ça, c'est ce qu'on dit tous les ans, quoi. C'est que Mais oui, c'est j'ai ça. l'impression, ouais, C'est ouais, ils ont un c'est super coach. exactement Kyle ça, Whittingham Gus. est un super coach. Bien mm. sûr, mais même Cam Rising est un bon quarterback. Mais le problème, c'est que année après année, le mec se blesse. On dirait John Emery à LSU, gros. Alors là, pour le coup, il se fait emmener par un D-line jusque dans la glacière, genre 10 yards après la Bah ligne. oui. Bah ouais, Genre mais non mais vraiment c'est une puterie énorme. Alors c'est sa main, c'est les doigts de sa main droite qui ont pris, donc sa main de lancer. Effectivement, je pense que il y avait 23-0 à la mi-temps, donc je pense que Willingham s'est dit on va peut-être pas forcer le diable et on va contrôler le match, ce qu'ils ont relativement bien fait, en sachant qu'en face Dequan Finn, l'homologue de Rising, donc le quarterback, c'est vraiment pas Jojo quoi. Tu vois ce que je disais sur Mensah où ça se voit que c'est un coureur, il est pas trop mal à la passe, mais il faut du mieux. Non, Dequan Finn à la Ouais, passe, faut qu'il retrouve son niveau de Toledo. Ryan, je te propose que tu nous parles plus tard dans la saison de Dequan Finn, sinon l'épisode va durer 2 heures. Enfin, de Dequan Finn et notamment de Baylor, parce que je sais que tu as des ouais, choses à ouais, dire. On va ouais, peut-être t'inquiète. laisser quelques matchs, je pense, encore pour voir Ouais, ouais, ouais. comment tout ça va tourner sous la houlette avant que Ryan abandonne le de train Dave Dave Aranda. Aranda. Non, je serai tout le temps dans le train, je l'aime, mais après voilà, c'est un bon corps de def, mais pour l'instant, voilà, c'est son bilan à Baylor, je suis désolé, mais c'est pas ça. Après, comme dit Gus, on y reviendra. Il y a des gens qui sont pas Oui. faits pour être head coach, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y en a un qui est fait pour être head coach, c'est le head coach d'Oklahoma State, qui là, a encore permis, j'ai envie de dire, à son équipe, les Razorbacks, de survivre, enfin à son équipe, les Cowboys, de survivre face aux Razorbacks d'Arkansas. Victoire 39-31 en double overtime, hein, évidemment. Vous doutez bien que c'est Ollie Gordon qui a inscrit le touchdown en prolongation pour remporter ce match et ne pas subir une première défaite dans la saison. Je sais que l'un d'entre vous a regardé cette rencontre. Euh,
Peut-être toi, Ryan, non? Ou alors. Dis-moi, j'ai. Oklahoma State, ouais, c'était Ryan. Ryan, Ouais. c'était ton Non, assignation. non, c'était. devant, Non, c'était pas mon assignation. C'est un match que je regarde parce que, je pense que vous commencez à me connaître. J'aime bien les équipes très physiques où je vais me poser devant et que ça va être entre guillemets un match de bonhomme où que ça va se rentrer dans la gueule, à défaut d'avoir beaucoup de talent. Et ça commençait sur des bonnes bases. Ça a commencé vraiment sur des bonnes bases avec un Arkansas qui montrait vraiment quelque chose d'autre, qui continuait sur sa lancée un petit peu de ce qu'on avait pu voir sur le premier match. Un Sam Pittman qui faisait les bons choix. Une équipe d'Arkansas solide et en fait très très rapidement ils ont mené au score à un point où avec Kevin on s'est dit putain ça va être on est désolé pour Baptiste, mais il y a moyen que ce soir, ils prennent une pilule. Et en fait, retour de la mi-temps. Et je sais pas ce qui s'est passé. À la mi-temps, faut savoir quand même que les Razorbacks menaient 21-7 face à Oklahoma State qui était ranké 16e. Mais vraiment, c'est 21-7, mais il n'y avait aucune contestation possible. C'est vraiment, ils dominaient de la tête et des épaules. Et je sais pas. Ajustement de la mi-temps et Arkansas ça a complètement ils ont explosé, ils ont implosé les mecs et c'était plus la même équipe. Ils se sont fait mais ils se faisaient démonter la gueule que ça soit sur le jeu au sol, à la passe. Je sais plus comment il s'appelle. Gus, tu vas peut-être m'aider sur le quarterback des Cowboys là, le mec qui est là depuis genre 18 ans. Et qui après la suite du Gobelin, j'ai plus du tout son nom. Le mec, c'est un super senior et c'est un joueur qui franchement. Alan Bowman. Ah ouais, Alan Bowman, exactement. C'est loin d'être. Michigan. Tu m'as dit. Ah, t'étais en train de Donc, je te disais qu'il était à. Oui, il est arrivé en provenance de Michigan où il cirait le banc. Ouais, c'est ça. Le mec, c'est vraiment un vieux père. C'est pas du tout un des mecs les plus talentueux de college football. Mais voilà, il est solide, il a un plancher, il sait ce qu'il fait, il se prend pas pour un autre. Et en fait, on l'a vu en deuxième mi-temps, mais découper cette défense d'Arkansas. Mais vraiment, le mec était à un niveau stratosphérique, il les découpait. On a le jeu au sol qui s'est éteint. On avait un Jack Winden Jackson pour Arkansas qui vraiment écrasait toute la première mi-temps, qui a disparu. D'ailleurs, je crois même qu'il fait un fumble. On a Taylen Green, le quarterback transfert donc de Boise State, qui a toujours ses petits flashs de talent à droite à gauche, sauf que bah là, il nous a aussi fait des trucs mais dégueulasses. D'ailleurs, je pense, c'est avec Kevin, je crois que j'avais le débat où Kevin n'aime pas du tout. Il me disait franchement, je le trouve éclaté. Et ouais, Arkansas ça a explosé en vol. Pittman avait l'air perdu. Donc Sam Pittman, c'est le head coach de Arkansas, avait l'air mais complètement perdu et du coup je ne sais pas quoi penser d'Arkansas. On voyait du mieux et en fait en une mi-temps le mec s'est fait out coach et ils se sont fait complètement éteindre et finalement on a vu une victoire d'Oklahoma State. Merci. Oui, je t'en prie. Oklahoma State, ils ont failli se faire avoir à la fin parce déjà Arkansas de leur côté ils ont failli ne pas aller en overtime parce qu'en fait ils se rendent pas compte que leur joueur est plaqué dans le terrain. Ils pensent que le chrono s'arrête et en fait ils mettent je sais pas combien de temps à spiker et en fait ils gèrent très très mal la fin de match. Et Oklahoma State par contre aurait pu finir le match sur un field goal et ne pas aller en overtime. Malheureusement c'est un thème récurrent. Les arbitres décident qu'il y a faux départ alors que le offside est absolument phénoménal. Donc en fait, Oklahoma State est obligé de taper le field goal et derrière Arkansas peut égaliser. Mais alors que normalement, ils auraient pu juste, ça leur donnait une première et ils laissaient tourner le chrono et ils tapaient le field goal à la fin. Mais ouais, on va dire que si tu regardes à partir de la deuxième mi-temps, c'est mérité quoi. Disons que la prolongation était méritée en soi, bien sûr. où chaque équipe a joué une mi-temps. Et ça s'est joué sur pas grand chose sur les prolongues. D'ailleurs, et je crois que les deux équipes ne marquent pas. C'est parce qu'il n'y a pas de points sur les. C'est 3 points chacun, je crois. Je crois que c'est 3 points chacun sur la première overtime et après ils vont en deuxième. Ouais. Ils vont en deuxième et ils les stoppent sur la deuxième overtime. Donc c'est cool pour Oklahoma State. Il continue son petit bonhomme de chemin qui
devrait, je pense, aller loin sur la Big Ten et qui jouera Utah. Mais je me demande si c'est pas ce fameux 12 octobre, là aussi, où on aura un Oklahoma State Utah de folie, je pense, qui potentiellement Mais décidera déjà. Oklahoma State, qui a encore donné de nouveaux cheveux blancs, enfin, de nouveaux poils blancs à la barbe Ouais, de poil de barbe Baptiste. blanc, ouais. Ouais. Mm. Bah, malheureusement, il y a certaines fanbases comme ça qui n'ont pas forcément le choix. Si t'as pas une bonne médication pour le cœur, les saisons sont compliquées, quoi. Du côté de la Big Ten, Penn State s'en sort in extremis face à Bowling Green, victoire dans la difficulté, dans la douleur, 34-27. Il y a une très très belle autre victoire, c'est celle d'Illinois, qui a battu sur le score de 23-17 Kansas, qui était alors classé 19e à l'IP Poll, grâce à je vais dire une défense, voilà, qui a provoqué pas moins de 4 turnovers qui ont mené à 10 points pour le Fighting Illini. Donc voilà, des turnovers. En général, quand on gagne la bataille des turnovers, les statistiques sont assez formelles. Notamment college football, j'avais vu un article qui disait ça, plus qu'en NFL notamment, où voilà, l'équipe qui remporte la bataille des turnovers de plus de 2 turnovers a quasiment toutes les chances de remporter le match. Voilà, en interceptant notamment 3 fois Jalen Daniels. Jalen Daniels, Gus. Ouais, Jalen Daniels qui était la belle histoire, hein. C'était la petite darling de Kansas et l'histoire s'est terminée bien vite. On retrouve plus le joueur qui nous faisait rêver il y a, c'était quoi, 1 an ou 2 ans? Je Il y dirais a- peut-être 2 ans parce que l'an dernier, il a été blessé quand même pas mal de temps, Ouais, non, c'est ça. Elio? Ouais, il a été blessé pas mal de temps. Moi, je l'ai dit, là, pareil, dans le 1-2-6. Écoutez, le 1-2-6 venait, mais j'ai dit, Jalen Daniels, moi, je le sens de moins en moins, hein, et là, ça l'a confirmé. On a quand même eu Devin Neal du côté de Kansas qui a couru pour un peu plus de 100 yards en 14 portées. Ça reste quand même l'élément fort de cette attaque, beaucoup plus que Jalen Daniels, justement. Et en face, à noter la belle performance de Zachary Franklin, hein, qui a réceptionné pour 99 yards. Malgré un quarterback comme Luke Altmaier, Franklin, il avait transféré de UTSA après des saisons à plus de milliards back-to-back à Ole Miss l'année dernière. Il avait peu joué, je crois qu'il avait des blessures, je ne sais pas exactement. Et puis là, il avait transféré à Illinois. Je suis content de voir que ça fonctionne. Mais globalement, très belle victoire, hein, pour le Fighting Illini. Ça, c'est vraiment à cocher dans la case. Et ils sont à 2-0. Pourquoi pas aller chercher un bowl cette saison? Voilà, ça serait encore une belle chose pour Brett Bielema. Mais belle victoire. Du côté de la SEC, on n'en a pas parlé, on aurait pu parce que, excusez-moi, c'était un duel du top 25 entre NC State, qu'est-ce que je dis moi, Tennessee 14e et NC State 24e. Ça s'est terminé en pugilat, victoire des Volunteers 51-10, avec voilà une attaque comme on peut s'y attendre à Tennessee qui marche toujours aussi bien, même si Nico Yamaleava a lancé 2 interceptions en plus de ses 2 touchdowns. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. NC State était une équipe surcotée sur ce début de saison. Ça arrive, il y en a toujours quelques-unes. Et voilà, Tennessee est une équipe jeune avec une bonne défense, un quarterback qui est quand même prometteur. Nico Yamaleava, c'est pas un 5 étoiles pour rien. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque quand il avait rejoint les Volunteers. J'ai envie de dire, on est presque dans la suite logique des choses. D'autant plus Par que contre, Josh Heupel est un bon coach, donc je suis pas très étonné au final, en fin de compte. sur Tennessee, c'est pas mal, hein. J'ai regardé le match et j'aime bien leur run game. D'ailleurs, restez connectés parce qu'il y aura une TT Palette qui va arriver sur le run game et je me sers pas mal des vidéos de ce match, notamment du côté de Tennessee parce que voilà, le power game, le décrochement de la main et tout, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent très bien des deux côtés de la ligne, avec l'intérieur et l'extérieur de la ligne. Donc c'est vraiment pas mal. Et sur les 2 interceptions que prend Yamal et Havas, c'est la première, autant il lance avec beaucoup trop d'anticipation et le safety, la balle tombe dans les mains du safety, le receveur est pas encore là. Autant la deuxième, en fait, il se fait taper le bras. La balle, elle décolle dans les airs. Et en fait, le corner attend la balle, il la ramasse et il la remonte. Donc, j'ai trouvé que je pense que les stats à 2 TD, 2 interceptions, si on regarde que ça reflète pas forcément son match. Parce que j'ai trouvé qu'il était très, il ressemble pas à un freshman. Il ressemble pas à un freshman sur un terrain un peu comme DJ Lagway ou comme Rayola. Il est D'ailleurs, redshirt,
Non, attends, non, vraie question. Il est peut-être redshirt, mais c'est la première fois qu'il voit de Ouais, l'action sur le terrain ok, réellement. oui, non, mais Donc, c'était ça. et Il est redshirt, hein, je pense. voilà. Mais ce que je veux Ok. dire, c'est qu'on a quand même un beau futur du college football avec Ouais. ces 3 jeunes-là. Je pense qu'ils vont un peu rythmer les années à venir. Lagway, Yamaleava et Raiola. Et vraiment, ces trois gars qui, quand on les voit jouer sur le terrain, le moment, pour l'instant en tout cas, le moment est pas trop gros pour eux, l'ambiance est pas trop grande pour eux et c'est appréciable à avoir joué. Et franchement, il est comme Raiola, il est très pur à avoir joué, il a une bonne mécanique, il est très propre dans son placement et tout, et c'est vraiment pas mal. Puisqu'on parle des QB, par contre, de l'autre côté, tu as un McCall qui est absolument, encore une fois, Et dégueulasse. nul. Il lance un pick six qui finit d'enterrer NC State absolument dégueulasse. Là. Il doit jamais l'envoyer, encore moins quand tu as autant d'expérience que lui. McCall, c'est pareil. C'est un mec, plus les années avancent et plus sa cote, il est en train de la broyer, de la piétiner. C'est Alors que quand il était à dégueulasse. Coastal, c'était commencer ses saisons limite en Iceman Hopeful, et puis là, C'est horrible. Franchement, Il le a downfall beaucoup, de McCall, c'est waouh. je pense qu'il a beaucoup souffert aussi du départ de son coach à Liberty et du fait qu'il n'a pas trouvé dès l'an dernier une équipe à rejoindre. Je pense notamment à Auburn. Ah, mais en même temps, il est trop Ouais. con. Il n'arrivait pas à faire. Il n'arrivait pas à. C'était quoi, se qualifier académiquement là? Enfin, il n'arrivait pas à avoir les. Dans des programmes où tu Ouais, demandes ouais. pas l'existence. Mais bref. Lui, c'est encore un mec qui sait pas compter 2 par 2 et laisser ses chaussures, quoi. Non, mais s'il te plaît, gros, des programmes comme Auburn, t'arrives, tu sais écrire ton nom sans faire de fautes, ils te disent vas-y, viens. Et il a pas C'est réussi à. c'est le Wissam Ben Yedder du college football. Putain, catastrophique. J'ai la rêve Avec les problèmes judiciaires en France, je pense. Ah non, lui faisons pas ce. Non, McCall, franchement, le downfall, il est assez ouf et malheureusement, bah, on sait que dans le college football, les programmes sont aussi rythmés par où va t'emmener ton QB. Et ouais, j'ai peur pour NC State cette année. Ouais. Alabama a battu South Florida 42-16, mais sachez que le Crimson Tide ne menait que 21-16 à 7 minutes de la fin du match. Voilà, c'était juste pour vous le dire. Oklahoma a eu beaucoup de mal, a eu toute la peine du monde à battre Houston, victoire 16-12. Surtout que Houston s'était pris une petite branlée à domicile la semaine dernière face à UNLV. Va falloir regarder les prochaines rencontres d'Oklahoma parce que le prochain match est face à Tulane, si je dis pas de bêtises, et là on est clairement en upset alert. Dernier match de sec et avant de passer au Group of Five, c'est la très très belle victoire de California face à Auburn, 21-14. C'est une défaite qui est quand même difficile pour Auburn, surtout à domicile. Est-ce que quelqu'un a vu ce match ou peut en parler très rapidement? On peut passer à la suite. Nope. Ok, Ouais, très bien. Kevin, Washington State dans le Mike Leach Bowl a battu Texas Tech 37-16 et maintient l'invincibilité de la Pac-2. Tupac. Ouais. Jusqu'à samedi prochain, 21h30. Ouais, parce que la semaine prochaine, Civil War entre Oregon et Oregon State et Washington State, les deux laissés pour compte dans la conférence. Mais par contre, je tiens à préciser que le fait qu'ils soient invaincus, enfin, clairement cette année, faut savoir que Wazoo et Oregon State sont un peu, comment dire, c'est un peu un entretien d'embauche qui va durer toute l'année. Ils sont clairement là pour montrer au pays et aux conférences de Power 4 qui méritent d'être dans ces grosses conférences. Et alors jamais de ma vie je dirais que je voudrais qu'Oregon perde contre Oregon State, hein, mais disons que s'ils ont un upset à faire, j'aimerais bien qu'ils le fassent contre quelqu'un d'autre du coup. Mais il faut très clairement, ils sont là pour montrer au Power 4 qu'ils méritent d'être quelque part dans une de ces 4 conférences-là. Et pour l'instant, ça commence bien à voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais c'est cool pour eux, c'est cool qu'ils commencent cette saison sur ce pas-là. Du côté du groupe of five, il y a eu une très très grosse victoire de Texas State face à UTSA, 49-10, alors qu'ils étaient seulement favoris de 2,5 points. Texas State fait partie de ces équipes qu'il faudra suivre cette année avec celle que je vais vous présenter après. Jordan McLeod, qui était le quarterback de James Madison, a lancé 309 yards et 2 touchdowns pour une interception, mais c'est surtout le jeu à la course qui a été bon avec en figure de proue Lincoln Parr,
avec 109 yards et 2 touchdowns, ça fait 195 yards au total. Et voilà, Texas State est clairement une équipe qui va se battre pour avoir cette place en playoff. Et ça serait vraiment exceptionnel pour un programme qui existe depuis seulement 6 ou 7 ans en FBS. Ça serait une performance tout juste exceptionnelle pour Gigi Keane, qui était le coach d'Incarnate Word en FCS l'an dernier ou il y a 2 ans, je me rappelle plus. Mais lui, c'est une future star du college football. Et voilà, je vous conseille de regarder les matchs de la fac de Texas State. L'autre équipe qui marche très bien dans le group of 5, c'est UNLV, University of Nevada at Las Vegas, qui là a battu Utah Tech, une FCS 72-14, mais c'est plus pour souligner que leur début de saison est canon après avoir battu 27-7 Houston, là, qui a failli réaliser l'upset face à Oklahoma. C'est aussi une équipe que nous, chez TTP, nous vous conseillons de suivre. Et enfin, comment ne pas terminer cet épisode en ne soulignant pas la belle victoire de la FCS Southern Utah face à UTEP, qui porte le nombre de victoires de programmes FCS face à des programmes FBS à 4. Passons au MVP de la semaine. Quels sont vos MVP de la semaine, les gars? Allez, on commence avec qui? On commence avec toi, Ryan. Je sais pas comment vous allez le prendre. Et puis, pour être très honnête, je m'en fous. Je botte un petit peu en touche. Pour moi, le MVP de cette semaine, c'est le programme de Northern Illinois. Pour ce qu'ils ont montré face à Notre-Dame, pour l'exploit qu'ils ont été capables de faire, pour le coaching qui a jamais baissé les bras et qui s'est jamais vu plus petit que Notre-Dame. Et Dieu sait que ça peut être parfois compliqué. Donc je botte en tout, j'aurais pas de MVP offensif ou défensif, mais plutôt la perf historique globale de Northern Illinois. Et putain, les images, c'est je sais pas, il y avait un engouement, il y avait un truc dans le 4e quart-temps d'avoir envie de voir David battre Goliath et derrière avec l'interview du coach qui... putain, t'es là, tu te poses, tu fais comme Zizou, putain, c'est les émotions. Et donc voilà, Northern Illinois, c'est mon MVP pour cette semaine. Merci, t'enfoncer le clou. Elio. Désolé, mais ça arrive, je suis là pour ça. Vous avez trop critiqué Kelly. Non, je déconne. Non, moi, avant de donner mon MVP, je vais quand même donner mon ballon de plomb. Parce que Brock Vandagriff, on n'en a pas parlé, hein, mais le quarterback de Kentucky, catastrophique. Mais je l'ai vu en plus ce match. La perte de l'attaque, enfin l'attaque de Kentucky, mais allez voir le tweet qu'on a fait sur The Trick Play, mais c'est catastrophique. Ouais, alors, par contre, Dylan Stewart. Oh là là là. Très gros le true freshman en défense de South Carolina. Non, juste pour Vandagriff, Vandagriff, c'est un ancien gros quarterback lycéen, border 5 étoiles, qui était à Georgia, qui a transféré à Kentucky. Vous savez, Kentucky, là, depuis 3 saisons, ils font jouer que des transferts à chaque fois au poste QB. 3 ballons catchés de ce qu'il a lancé sur 10 tentatives, 30 yards, une interception. À la course, il est à moins 29 yards. Voilà, c'est son match. Et puis, il a été remplacé par Gavin Wimsatt, et vous le connaissez aussi, l'ancien de Rutgers, etc. Bref, mon MVP, réellement, ça va être Kyle McCord, évidemment, pour sa belle performance face à Georgia Tech. Je pensais, alors, dans une moindre mesure, parce que c'est face à une FCS bidon, mais DJ Lagway a quand même réalisé un très, très, très bon match pour son premier start en carrière. Il lance 456 yards et 3 touchdowns en peu de lancers en plus, en seulement 25 lancers, enfin 18 lancers complétés, 456 yards. On sait qu'il y a 2-3 ans, Florida avait galéré face à Samford. Pour un rookie true freshman, c'est quand même une performance ultra solide pour un premier start. Et voilà, et en défense, j'ai bien aimé O'Toole de Utah ce qu'il a fait. Voilà. Vous noterez la discipline du podcast, à qui je demande le MVP de la semaine et qui me donne la meilleure équipe de la semaine et le ballon de plomb. Peut-être que Kevin... Dédicace à Didier Roustan, dédicace à Didier. Il a dit la meilleure équipe de la semaine. Non, mais voilà, fallait que je dise un truc. Moi, est-ce que Kevin, lui, va me pas faire l'offense de faire la même chose que ses 2 collègues? Il va te donner un joueur d'Oregon. Ouais, non, ça mérite pas de ouf. Franchement, j'ai pensé à Lagway au début, parce que les 456 yards en seulement 18 complétions, ça m'a un peu
ça m'a un peu fait kiffer. Et puis en fait, il y a littéralement un seul joueur qui a un meilleur rating que lui sur la semaine. C'est un QB sur qui on chie pas mal et on chie pas mal sur l'équipe, notamment. Dealer. Alors c'est Cade Klubnik, le quarterback de Clemson. Dealer. C'est vrai. Ils ont totalement retourné la situation contre App State. Je m'attendais pas à ce qu'ils les fassent comme ça. 66-20 contre les Mountaineers. Et Klubnik finit à 24 sur 26, 378 yards, 5 TD, 0 interception, 277.9 de QB rating. Donc vraiment un Klubnik qui a totalement un flip de script et c'est pas mal pour lui parce qu'on lui a beaucoup chié dessus. Maintenant, il faudra voir ce qu'il est capable de faire contre quelqu'un d'autre que App State en gros. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment pas mal. Et moi, pareil, c'est Cade Klubnik et il faut rajouter ses 2 touchdowns à la course. Je sais pas si t'en as parlé, Kevin. Mais bref, 1h25 de podcast, ça y est, c'est fini. Je pense que c'était la bonne durée parce que cette week 2 a été, je trouve, à mon sens, quand même très importante. Il y a eu beaucoup de matchs et beaucoup de choses à dire. Mais c'est sur cela que nous allons nous quitter. Gus. Et merci à Ryan, à Elio et à Kevin d'avoir été avec moi. Gus, juste avant de conclure, est-ce que tu te rappelles si en week 1, il y avait l'un de nous qui avait mis Ashton Genty en MVP ou pas? Ouais, si, c'est sûr. Ok, non, parce que j'espère. Parce que si en 2 semaines, vu les perfs qu'il fait, on est incapable de le mettre MVP, j'aurais quand même changé mon MVP et je l'aurais mis pour la forme. Il a des stats de saison en 2 semaines. Faudra peut-être le mettre MVP Ouais. à un moment. Hein. Non, mais c'est ça, tu vois. J'aime pas le délire de. En fait, il y a un moment où il va faire une performance correcte, tu vois, ou moyenne. Et en fait, on va lui donner genre par dépit. Oh putain, on t'avait oublié, tiens. C'est un truc que je déteste. Il va mettre que 150 yards et un TD. On va se dire, allez, tiens. Ah non, mais c'est pour ça. Bon, vous l'avez vu, Ryan continue à être aussi indiscipliné. Dissident, mais moi, je suis indiscipliné, je suis en défense. Il me coupe dans mon outro. Mais merci Ryan d'avoir été là ce soir. Merci à Kevin, merci à Elio. Ryan Sanders, bientôt viré. Non, faut pas oublier que I'm the tribal chief around here. Allez, ciao tout le monde. Bonne journée. Ciao. Ciao.